Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de Grandeur Noire simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes, toujours un grand bonheur de partager avec vous le peu de choses que je sais. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer cet épisode à la femme africaine parce que si l'histoire africaine est déjà invisibilisée, la femme africaine l'est encore plus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, maintenant vous en avez l'habitude, je vais faire une petite mise à jour pour les nouveaux arrivants et pour ceux qui ne suivent pas la page Instagram où je donne ce genre d'informations. Alors tout d'abord, la maison d'édition Grandeur Noire existe et propose des ouvrages, des jeux de société pour les enfants. Vous pouvez retrouver tout ça dans la barre d'infos sous cette vidéo. Pour la mise à jour, on démarre avec le jeu de cartes My Type of Bad Girl qui est un quiz de culture générale qui reprend les 42 personnages du livre My Type of Bad Girl. Donc vous avez différentes questions sur chacun des personnages. Je vais vous donner des exemples de questions. Joséphine Baker a espionné les nazis, vrai ou faux? Quel roman de Chimamanda Ngozi Adichie a attiré l'attention de l'actrice Lupita Nyong'o? Nigeria, Americana ou Africana? La courageuse protestation de Rosa Parks a eu lieu dans un restaurant, dans un cinéma, dans un bus. Donc voilà, ce quiz compte énormément de questions différentes. Et puis, les différentes façons de jouer sont indiquées au dos de la boîte. Donc voilà, ce jeu de cartes peut se jouer en famille ou entre amis. Il y a également le puzzle de la reine Zinga qui met à l'honneur cette grande reine guerrière qui a affronté les Portugais et qui a résisté pendant plus de 40 ans aux Portugais. Et donc ce puzzle de 200 pièces, une fois qu'il est terminé, il peut servir de poster dans la chambre de vos enfants. Et enfin, il y a le conte Walata qui suit les aventures de cette héroïne africaine, conte illustré par Wesley Dupré. Donc une aventure qui est pleine de surprises et surtout qui propage des valeurs de tolérance, d'acceptation, des valeurs qui prônent le fait de ne pas se fier aux apparences. Donc ce conte, ainsi que tous les autres produits, vous pouvez les retrouver en barre d'infos sur la maison d'édition Grandeur Noire. J'ai démissionné pour m'occuper de Grandeur Noire, que ce soit le fait de créer ce contenu YouTube, le fait de créer le contenu sur Instagram, le fait de créer les contenus de la maison d'édition, le fait de travailler sur le documentaire. Tout ça, c'est du temps, c'est de l'énergie. Je ne pouvais plus diviser ce temps et cette énergie avec d'autres activités. Donc, j'ai démissionné et aujourd'hui, ce sont vos dons PayPal qui m'aident à tenir debout et à avancer. Donc, merci pour ça. Merci pour les futurs dons. Merci pour vos messages qui accompagnent les dons. Alors, si j'ai choisi de mettre l'accent aujourd'hui sur les femmes africaines, c'est parce que si je vous demande des grands guerriers ou des grands chefs d'État africains, vous allez pouvoir me citer plein de noms. Shaka Zulu, Samori Touré, Soundiata Keita et tellement d'autres. Par contre, si je vous demande des noms de grandes guerrières africaines, de femmes qui ont sauvé leur nation en participant au combat militaire, il n'y aura pas beaucoup de noms. Vous allez tous me dire la même, la reine Zinga, qui est ici en puzzle d'ailleurs, alors qu'il y en a eu tout le long de l'histoire africaine depuis l'Antiquité. Du coup, je vais vous présenter 3 femmes qui ont eu des rôles fondamentaux dans l'histoire passée et également 3 femmes qui jouent des rôles extrêmement importants dans l'actualité. Alors je commence du côté de l'Afrique de l'Est avec l'impératrice Taitu Betoul qui a régné sur le royaume d'Éthiopie au XVIIIe siècle. Taitu Betoul rencontre l'empereur du pays Ménélique II et celui-ci succombe rapidement à ses charmes. Il tombe totalement amoureux, tellement amoureux qu'il va accepter une clause inédite. C'est-à-dire que lorsqu'il demande à Taitu Betoul de l'épouser, celle-ci va lui répondre oui à condition que le divorce soit impossible.
Pourquoi cette clause? Parce que l'empereur Ménélique II a déjà été marié 2 fois et les 2 fois, il a demandé le divorce parce qu'il s'est lassé de ses épouses. Donc du coup, Taytu Betul prend la précaution d'exiger cette clause, sinon elle ne se marie pas. Et Ménélique II est tellement amoureux d'elle qu'il accepte. Donc ce sera la seule de ses épouses qui va rester impératrice jusqu'à la fin de sa vie. Et Ménélique a bien fait d'accepter cette clause puisque finalement, c'est Taytu Betul qui va sauver son empire. Tout d'abord, Ménélique va reconnaître très rapidement que Taytu Betul est extrêmement intelligente et qu'elle a des compétences de stratège. Donc en fait, elle est devenue indispensable pour l'aider à diriger l'empire, tellement indispensable qu'il va la nommer co-régente, donc en quelque sorte c'est co-empereur. Et en fait, en la nommant co-régente, il lui accorde les mêmes droits, mais exactement les mêmes droits que lui qui est empereur. Ça veut dire qu'elle a un pouvoir de décision qui est aussi puissant que lui. C'est son copilote pour diriger l'empire. Et effectivement, Taytu Betul ne va pas se priver d'agir et de prendre des décisions lorsque les Italiens qui tentaient de conquérir l'empire éthiopien vont arriver avec un traité qui s'est avéré être une arnaque. C'est-à-dire que le traité était dans 2 langues, italien et l'amharique, la langue la plus utilisée en Éthiopie à l'époque. Sauf que le traité ne disait pas la même chose dans une langue ou dans l'autre. Le traité en amharique que l'empereur Ménélique II s'apprêtait à signer indiquait que l'Éthiopie et l'Italie allaient collaborer ensemble. Le traité italien faisait l'empereur Ménélique II renoncer à son empire et le donnait aux Italiens. Mais Taytu Betul, comme je vous l'ai dit, qui est un fin stratège, ne s'est pas contentée de la version en amharique, elle a trouvé quelqu'un capable de lui traduire la version italienne. Donc elle a découvert la supercherie qu'elle a racontée à son mari et elle a pris la décision, elle a exigé de son mari que l'Éthiopie attaque les Italiens et les mette dehors du pays par la force. Donc une guerre s'est déclarée entre les troupes éthiopiennes et les troupes italiennes qui étaient déjà sur une partie du territoire éthiopien. Taytu Betul va diriger certaines troupes et surtout elle va foudroyer les Italiens lors de la bataille d'Adwa avec 2 stratégies imparables. La première stratégie, c'est qu'elle va intégrer des femmes dans l'armée éthiopienne. Ça présente un double bénéfice. Le premier bénéfice, c'est que ça augmente les troupes éthiopiennes. Forcément, ça fait plus de monde, plus de combattants. Et le deuxième bénéfice, c'est que ça perturbe fortement les troupes italiennes qui n'osent pas tirer sur des femmes ou frapper des femmes. Donc le temps qu'ils se posent la question « qu'est-ce qu'on fait? Il y a des femmes qui foncent sur nous », les femmes les dégomment. Du coup, Taytu Betul prend l'avantage du fait de la surprise des Italiens de se retrouver face à des femmes. Et la deuxième stratégie qu'elle met en place, c'est que les Italiens avaient creusé des tranchées dans lesquelles se cacher. Comme ça, ils tiraient en étant à couvert. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper l'arrivée d'eau, de sorte qu'ils aient tellement soif qu'ils soient finalement obligés de sortir des tranchées. Et là, ils se sont fait tirer comme des lapins. Et c'est ainsi que le 2 mars 1896, Taytu Betul a remporté la bataille d'Adwa qui va finalement signer la victoire des Éthiopiens sur les Italiens. Donc on récapitule. Taytu Betul découvre la supercherie des Italiens par rapport à leur traité en 2 langues. Taytu Betul prend la décision d'attaquer les Italiens, de leur faire la guerre pour les mettre dehors. Taytu Betul adopte 2 stratégies qui permettent de remporter la guerre et qui offrent une victoire définitive aux Éthiopiens. J'ai envie de vous dire, heureusement qu'elle avait mis la clause et que Ménélique II n'avait pas eu le temps de divorcer d'elle avant que tout cela ne se passe. Donc messieurs qui regardez la vidéo, prenez soin de la femme que vous avez en ce moment. Vous ne savez pas comment, dans quelle ampleur elle va vous sauver dans le futur. Plus sérieusement, Taytu Betul est une héroïne de l'Éthiopie. Elle est célébrée chaque 2 mars puisque c'est la date de la victoire de la bataille d'Adwa et son nom veut dire soleil. Donc finalement, on comprend à quel point elle a rayonné sur son époque. S'il vous plaît, précisez-moi en commentaire si vous connaissiez l'histoire de Taytu Betul. Alors, on va laisser l'Éthiopie et voyager cette fois-ci du côté de l'ouest de l'Afrique vers la zone du Nigeria. À l'époque impériale, il y avait le peuple Ifé et Moremi Ajasoro faisait partie de ce peuple. Il se trouve que le peuple Ifé va être attaqué par l'armée Igbo.
et l'armée Igbo va vaincre le peuple Ife. Et là, il y a deux choix qui se sont offerts à Moremi Ajasoro. Soit elle fuyait avec le reste de sa famille, elle fuyait dans la forêt pour essayer de s'établir beaucoup plus loin, soit elle restait dans sa cité et elle se faisait capturer. Elle va choisir de se faire capturer. Pourquoi? Dans le but de servir son peuple jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle s'est fait capturer avec l'espoir de pouvoir trouver la faille de cette armée pour pouvoir ramener le secret de cette faille et que son peuple puisse combattre de nouveau cette armée Igbo et cette fois-ci reprendre le dessus. Il se trouve que Moremi Ajasoro était une très belle femme. Donc lorsqu'elle s'est fait capturer, elle a été présentée comme trophée de guerre au roi des Igbo et celui-ci l'a choisie comme concubine. Sauf que comme Moremi était extrêmement intelligente, eh bien très rapidement il a aimé discuter avec elle, au point de lui raconter un peu les affaires du royaume et finalement au point de carrément ne plus pouvoir se passer d'elle pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'elle était carrément devenue une sorte de conseiller ministériel. Et le roi des Igbo a fini par lui faire une telle confiance, à force de se confier à elle et d'avoir d'excellents conseils qui fonctionnent quand il les applique, qu'il a fini par lui livrer le secret de son armée. En fait, l'armée des Igbo arrivait à vaincre tous ses adversaires et à étendre l'empire de plus en plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils revêtaient une sorte de tenue qui effrayait leurs adversaires, une tenue que leurs adversaires prenaient pour des monstres, des esprits, des mauvais esprits. Et donc, ils avaient à chaque fois l'avantage parce qu'ils se faisaient passer pour des monstres. Sauf que le roi des Igbo va donner le secret en question de ces tenues. Ces tenues étaient hautement inflammables. Donc Moremi Ajasoro, avec cette information précieuse, elle va s'échapper et elle va retourner vers son peuple. Là, elle va donner le secret que les tenues sont inflammables, ce qui fait que son peuple va aller combattre l'armée des Igbo avec des torches. Ils vont mettre le feu à ces tenues-là et les soldats Igbo vont s'embraser et donc les Ife vont gagner les Igbo cette fois-ci. Les Ife vont reprendre leur territoire et vont pouvoir vivre de nouveau chez eux en paix. Donc voilà comment la détermination d'une femme qui aurait pu tout simplement fuir s'est dit non, je reste, je prends le risque d'être capturée pour pouvoir rendre service à mon pays. Cet exemple démontre que les femmes ont toujours, à toutes les époques, elles ont pris part au combat, que ce soit d'une manière militaire comme avec Taitu Betul à la bataille d'Adwa, ou que ce soit dans une manière douce, dans une manière discrète avec de l'espionnage comme Moremi Ajasoro. Vous constatez que là, simplement avec ces deux histoires, on détient des films à grand succès. Donc ceux qui se destinent à l'univers du cinéma, par pitié. Parfois, il est inutile d'aller dans la science-fiction. Parfois, on a déjà dans nos histoires passées tous les scénarios déjà écrits. Le dernier exemple du passé que je vais vous donner, on reste dans l'ouest de l'Afrique et cette fois-ci du côté du Sénégal. Il s'agit de la reine Daté Yala Mbodj. Sa particularité, c'est qu'elle est issue d'une longue lignée de femmes puissantes, de femmes qui ont dirigé le royaume du Wallo. Ce royaume était situé sur le delta du fleuve Sénégal et Daté Yala Mbodj est intronisée en 1846, donc elle devient reine en 1846, après le règne de sa mère et le règne de sa sœur. Et là où la reine Daté Yala va s'illustrer, c'est qu'elle va résister aux colons français à leur invasion pendant 9 années. Donc pendant 9 ans, elle va sauver son peuple de l'esclavage, puisque bien évidemment les colons voulaient envahir non seulement pour pouvoir prendre les richesses, mais également pour mettre le peuple en esclavage et prendre des captifs pour les emmener en Amérique et dans la Caraïbe. Et on comprend la ferveur et l'efficacité avec laquelle la reine Daté Yala va résister contre les colons français, puisqu'avant elle a eu l'exemple de sa mère qui a repoussé énormément d'ennemis. Sa mère lui a donc transmis les techniques de combat et les stratégies militaires. Ce sera finalement le français Faidherbe qui va arriver au Sénégal avec 15 000 soldats français armés de fusils dernier cri. Donc bien évidemment que la supériorité technologique va avoir raison de la reine Daté Yala et de ses troupes. Et du coup, cette reine va s'éteindre à 50 ans en tant que dernière reine du royaume Wallo. Sachez que 99% des rois et reines africaines ont résisté contre l'invasion européenne,
contre l'esclavage. Alors concernant le passé, je vais m'arrêter à ces 3 exemples-là, mais concernant des reines qui ont dirigé des nations puissantes, concernant des combattantes qui ont défendu leur nation et qui ont sauvé leur nation, concernant des guerrières qui ont résisté à l'esclavage, qui ont libéré des captifs, il existe plein d'autres exemples. Je vous en ai mis pas mal dans le livre My Type of Bad Gyal. Vous y trouverez la reine Zinga, dont le puzzle existe, que vous pouvez retrouver sur la maison d'édition. Vous y trouverez la reine Amani Shaketo qui a vécu pendant l'Antiquité. Vous y trouverez Sedong Ongbe, Sanité Belair, la reine Nani, Dandara, Kimpavita, Aline Sitoé Diatta. Donc franchement, si vous ne connaissez pas ces femmes-là, n'hésitez pas à vous procurer le livre My Type of Bad Gyal. Il est disponible dans la maison d'édition en lien dans la barre d'infos. Alors cette fois, je vais vous donner des exemples du présent puisqu'il ne faut pas croire que les femmes qui ont eu un grand rôle dans la société n'ont existé qu'avant. Ça a toujours existé, ça existera toujours. La femme aura toujours un rôle fondamental dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, je mets en lumière les femmes particulièrement africaines puisque c'est mon sujet de prédilection sur la chaîne. Mais dans tous les peuples, dans toutes les civilisations, quelle que soit la couleur, la religion, les croyances, les femmes ont joué un grand rôle. Donc j'invite toutes les femmes qui regarderont cet épisode à s'inspirer, que ce soit des exemples passés, des exemples présents, pour pouvoir aller prendre la place qui leur revient. Alors on poursuit et on revient du côté du Nigeria avec l'histoire de Oyenike Davis Okundaye. Écoutez bien son parcours parce qu'elle sort de très loin. Sa mère est décédée, elle était très jeune. Son père étant un musicien itinérant, il l'a confiée à sa grand-mère. Donc elle a grandi sans ses parents. Le fait est que à son époque, l'école était payante. Donc, faute d'argent, elle n'a pas pu poursuivre les études très loin. Elle a arrêté l'école très tôt. Elle s'est retrouvée à devoir aller travailler pour aider sa grand-mère financièrement. Et donc, elle est devenue ouvrier en bâtiment. Elle avait 12-13 ans, elle était ouvrier en bâtiment. Elle portait des gros blocs de ciment à 12 ans. Et finalement, à 14 ans, sa grand-mère la marie, la donne en mariage à un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle et qui en plus par la suite va prendre 14 autres épouses. Sauf que Oyenike, qui est actuellement surnommée Nike, eh bien Nike n'a pas le tempérament d'une femme au foyer docile qui s'occupe des enfants, qui fait la vaisselle, qui prépare la nourriture pour son mari quand il rentre. Non. Elle a envie d'exister par elle-même et non pas à travers son mari. Donc, elle va attendre d'atteindre la majorité, puisque bien évidemment, à 15, 16, 17 ans, elle n'a pas beaucoup de choix qui lui sont offerts. Par contre, une fois adulte, elle va prendre son courage à deux mains. Elle va quitter son mari et elle va chercher à exister par elle-même. Il se trouve que lorsqu'elle a été confiée à sa grand-mère, elle a fréquenté également son arrière-grand-mère. Et son arrière-grand-mère lui a appris à teindre des tissus, mais c'était une technique de teinture traditionnelle ancestrale. Et Nike a voulu préserver cette technique puisqu'elle a remarqué qu'au fil des années, cette technique se perdait en faveur du prêt-à-porter. Voilà. Les centres commerciaux se sont développés. Bien évidemment, tout le monde achète du jean, tout le monde achète des robes déjà toutes faites, déjà teintes. Et donc, cette technique de teinture ancestrale commençait à disparaître. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va créer un atelier où elle-même, elle va pratiquer cette teinture et vendre les tissus. Et en fait, les motifs qu'elle va faire avec ces teintures étaient tellement beaux que son atelier va se faire connaître de partout et que finalement, elle va se lancer dans la formation d'autres personnes qui vont apprendre cette technique ancestrale dans son atelier. Et finalement, d'un petit atelier, c'est devenu une école très réputée. Et d'une école, elle en a fait plusieurs dans le pays. Et surtout, elle a fait un musée d'art nigérian. Dans ce musée, on retrouve bien évidemment ses tissus, mais on retrouve aussi des sculptures, des tableaux, toutes sortes d'art. Et ce musée est tellement connu aujourd'hui qu'il est le musée numéro 1 au Nigeria. Si vous allez au Nigeria et que vous n'avez pas visité ce musée, vous n'avez pas été au Nigeria. Les plus grandes stars internationales se précipitent pour aller visiter son musée lorsque ces stars vont au Nigeria. On peut citer Lauryn Hill, Jidenna, Naomi Campbell, Ludacris et tellement d'autres.
Donc ce musée s'appelle Nikkei Art Gallery. Vous pouvez d'ailleurs voir certains artefacts et suivre l'actualité du musée sur la page Instagram Nikkei Art Gallery. Aujourd'hui, Nikkei possède 4 instituts de formation où cette technique ancestrale est préservée, est transmise de génération en génération, mais surtout où on peut acheter ces tissus qui sont magnifiques. Et en fait, Nikkei s'est fait connaître par une signature visuelle qui sont ces marées-têtes. Nous, on appelle ça marée-tête. À ce stade-là, il faut carrément appeler ça une coiffe ou une couronne. Donc, elle fait faire des couronnes de tissu qui sont immenses, qui sont imposantes et qui sont faites la plupart du temps avec la technique de teinture qu'elle enseigne dans ces écoles-là. Aujourd'hui, Nikkei est invitée partout dans le monde, sur tous les continents. Que ce soit en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout en Afrique, elle est invitée partout pour faire des conférences, pour présenter aussi des modèles de tissus. Donc si vous avez de la chance, eh bien en vous rendant au Nigeria prochainement, vous pourrez acheter une robe ou une coiffe à Onike Davis Okundaye. Autre fait majeur dans le parcours de Onike, c'est qu'elle a sauvé 5000 femmes de l'esclavage sexuel en Italie. Je répète, 5000 femmes qui étaient donc devenues esclaves en Italie, qu'elle a ramenées au Nigeria et qu'elle a installées dans ses instituts en internat, à qui elle a appris ce métier qu'est la teinture, à qui elle a donné un travail et qui par la suite ont ouvert leur commerce ou ont fait autre chose, mais en tout cas s'en sont sortis. 5000 personnes en l'espace d'une vie. C'est énormissime, c'est héroïque. Donc, Oyenike est une héroïne de notre ère. À 70 ans actuellement, Oyenike est devenue une icône non seulement au Nigeria, mais dans le monde entier. Elle a un musée qui comprend plus de 8000 œuvres d'art. Elle a 4 instituts de formation qui ont permis de sauver une technique ancestrale de son peuple et qui ont permis également de sauver plus de 5000 personnes. Donc vraiment, passer de mariée à 14 ans sans avoir été à l'école quasiment, en ayant travaillé dans le bâtiment, à ça, on peut vraiment admirer Oyenike Davis Okundaye. Si elle a pu se réaliser en démarrant avec autant d'obstacles, avec autant de difficultés, n'importe lequel ou laquelle d'entre vous qui regardez, vous êtes capable de vous réaliser. Vous êtes capable de faire autre chose que ce qu'on a décidé pour vous. Vous êtes capable de reprendre à n'importe quel moment votre destinée en main et de donner la direction que vous voulez à votre vie. Alors le prochain portrait nous amène au Congo. Il s'agit de la styliste Liputa Swaga. Cette styliste, sa signature, ce sont des ailes. Elle a un univers majestueux où sur chaque création, elle fabrique des ailes plus ou moins grandes, de formes différentes. Elle a commencé il y a quelques années à une époque où personne au Congo ne comprenait la mode, la vision de la mode qu'elle amenait, une vision tout à fait nouvelle et originale. Elle ne s'est pas laissée décourager par les gens qui voyaient presque ces tenues comme de la sorcellerie. Elle a insisté en trouvant des couturiers, en trouvant des tissus, en négociant des prix, de façon à mettre en place des collections, de façon à faire des défilés. Et petit à petit, elle a émergé. Et aujourd'hui, c'est devenu une valeur sûre au Congo et qui est même de plus en plus reconnue dans d'autres pays africains et dans des pays européens, notamment en France. Alors, Grandeur Noire a eu la chance de collaborer avec elle. Donc, la tenue de la reine que vous voyez dans le prologue, c'est une création de Liputa Swaga où, encore une fois, on peut voir des ailes se déployer. Et là où son travail dépasse le stylisme, là où je me permets de vous la présenter, c'est qu'en fait, derrière ces tenues, il y a un message qui valorise nos cultures, nos savoir-faire, notre esthétisme, notre sens de la beauté. Donc en fait, Liputa Swaga est quelqu'un qui a la ferme intention de montrer que le beau existe aussi en Afrique. Elle veut faire reconnaître la haute couture africaine. Donc vraiment, si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à la suivre sur ses réseaux, notamment sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc s'il vous plaît, cliquez sur la barre d'infos, cliquez sur le lien,
allez voir ce qu'elle propose. Elle a des modèles, certes, certains sont excentriques et ne pourront pas être portés par tout le monde, mais certains sont tout à fait adaptés à vos occasions, que ce soit anniversaire, mariage, gala, tapis rouge pour certains artistes qui regardent. Donc s'il vous plaît, allez jeter un œil à cette reine de la mode. Donc voilà, le génie africain ne s'exprime pas que dans les sciences. Il existe également dans l'esthétisme, dans le raffinement, dans l'architecture, dans le sens du détail, l'architecture du corps, du vêtement. Il ne faut pas oublier que l'art de sublimer l'apparence est apparu en Afrique depuis l'Antiquité, que ce soit le fait de se parfumer, le fait de se maquiller, le fait de porter des perruques et bien sûr le fait de s'habiller, de se parer de bijoux, de se parer de beaux vêtements, de broder des vêtements, etc. De donner un sens au fait de s'habiller. Pas uniquement s'habiller pour le côté pratique, j'ai froid, ou le côté pratique, je me couvre du soleil. S'habiller pour être beau. Ça a été créé par les Africains en Afrique. Et aujourd'hui, on a des personnes qui préservent ce savoir-faire, comme Liputa Swaga. Et il nous faut reconnaître ces artistes quand on les a. Parce que notre communauté est l'une des premières à se précipiter dans les marques de haute couture des autres, des étrangers, des marques italiennes, des marques françaises, etc. On va consommer en achetant des sacs à 2000 €, des ceintures à 600 €, des chaussures, des manteaux. Et au final, quand ce sont des artistes qui ont autant de valeur et qui viennent de chez nous, on trouve trop cher des prix qui sont plus bas que ce qu'on est prêt à payer chez les autres. Donc à un moment donné, il va falloir faire une introspection dans notre communauté pour savoir ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut se redresser ou est-ce qu'on veut continuer à alimenter la richesse des autres? Nous avons une richesse artistique. Nous avons une richesse économique à mettre en place. S'il vous plaît, agissons intelligemment et surtout dépensons intelligemment. D'autant plus quand c'est beau et que ça nous plaît. Donc voilà, Liputa Swaga est en plein essor, en plein envol et je vous conseille justement de la suivre maintenant pendant qu'elle est accessible, pendant que ses prix vous sont accessibles parce que je peux vous assurer que quand elle va arriver à une certaine sphère, vous allez regretter de ne pas avoir acheté ces modèles avant. Voilà. Alors, le dernier portrait du jour qui concerne encore l'actualité. On revient du côté du Sénégal avec Swadou Nyang. Certains d'entre vous, peut-être même beaucoup d'entre vous, ont entendu parler de son histoire, mais finalement n'ont pas forcément retenu son nom. Eh bien, retenez son nom à partir d'aujourd'hui. Swadou Nyang a un parcours des plus admirables, des plus inspirants, parce que Madame a commencé son parcours en faisant le ménage dans des hôtels aux États-Unis. Elle a quitté le Sénégal assez jeune pour aller se former aux États-Unis. Et pendant ses études, pour pouvoir justement payer ses études, payer son rythme de vie, c'est-à-dire loyer, transport, etc., nourriture, eh bien, il a fallu qu'elle trouve un job. Et le job a été d'être femme de ménage dans un hôtel 5 étoiles. Je suis sénégalaise, je suis née, j'ai grandi à Dakar. Et à l'âge de 18 ans, je suis allée à New York. Alors j'ai commencé comme femme de ménage, en même temps je poursuivais mes études. Du coup, ce qu'elle a appris, ce qu'elle a observé dans cet hôtel 5 étoiles, elle a eu envie de le mettre à profit, tout cet apprentissage, dans son pays. J'ai décidé que j'allais monter une structure dirigée par des femmes. Parce que je savais moi-même en tant que femme ce que j'étais capable de faire. Et je voyais ça dans toutes les femmes africaines. Les femmes sont des managers nés pour moi, parce qu'elles ont la capacité de gérer beaucoup de choses. Donc, elle a fini sa formation là-bas et de femme de ménage, elle a réussi à devenir manager dans ce même hôtel 5 étoiles. Et de manager, elle s'est dit, mais pourquoi travailler pour les autres toute ma vie quand je peux être mon propre chef? Donc, elle a décidé d'économiser et avec ses économies, elle est rentrée au Sénégal. Elle a frappé à toutes les portes possibles et imaginables. Et elle a persévéré parce que de nombreuses portes lui ont été claquées au nez. Les débuts étaient très difficiles pour réaliser un tel projet parce que je n'ai eu que des réponses. Vous n'allez pas aller loin. Ce n'est pas fait pour les femmes. Ce n'est pas fait pour les femmes africaines. Elle a persévéré
jusqu'à ce que finalement on lui dise oui pour l'accompagner dans l'investissement d'un hôtel 5 étoiles au Sénégal à Dakar. Donc cette femme qui a commencé par être femme de ménage possède aujourd'hui un hôtel 5 étoiles à Dakar, aux Almadies. Donc si vous avez à voyager à Dakar, je vous recommande d'aller au Palms. Vous y avez des chambres standards, mais vous y avez également des suites magnifiques. L'endroit est magnifique, c'est comme un oasis en fait, on oublie qu'on est en ville. Et l'hôtel possède un restaurant gastronomique, l'hôtel possède un bistrot, donc vraiment, en termes d'entreprise, c'est un exemple sénégalais. Elle a mené ce projet seule et aujourd'hui, elle dirige seule. Et je peux vous dire qu'elle est en train de s'étendre et que ce n'est que le début. Donc Swadou Niang est un exemple non seulement d'excellence, mais également de combativité. Parce que pour partir du plus bas de l'échelle dans son milieu, à savoir le ménage, jusqu'au plus haut de l'échelle, c'est-à-dire détenir son propre hôtel, le diriger, je ne vous raconte pas le parcours d'obstacles que ça a été et la combativité qu'il a fallu avoir pour atteindre ces deux extrémités, pour partir d'une extrémité vers l'autre. Donc voilà, pour conclure avec cette vidéo, que ce soit sur le plan de la gouvernance, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan de l'entrepreneuriat ou que ce soit dans le domaine artistique, les femmes existent et les femmes réalisent des exploits, des prouesses, des faits grandioses. La seule raison pour laquelle nous ne connaissons pas leur parcours, c'est parce qu'ils ne sont pas valorisés. C'est tout. Si on en parlait autant que les parcours des hommes, eh bien, nous considérerions la femme avec autant de capacités, autant de facultés, autant de réussite que les hommes. Donc j'espère que les jeunes filles en pleine construction mentale, en pleine construction identitaire qui ont regardé cette vidéo vont pouvoir être convaincues que plus tard elles pourront accomplir ce qu'elles souhaitent. J'espère que les jeunes garçons en pleine construction identitaire et en pleine construction des références féminines qui ont regardé cette vidéo vont pouvoir être convaincus que la femme mérite le respect et mérite une place à leur côté, non pas derrière eux. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce qu'il est à retenir, c'est que les femmes doivent prendre la place qu'elles méritent elles-mêmes. Elles n'ont pas à attendre que ça leur soit donné, que ça leur soit offert. Il faut aller récupérer notre position, la position que l'on souhaite avoir. Et ce, quels que soient les efforts à fournir, nous en sommes capables. Et les hommes, les jeunes garçons, les petits garçons, eh bien sachez reconnaître la valeur et apprécier la valeur d'une femme. Sachez l'accompagner dans les combats qu'elle a à mener, sachez lui faire confiance. Il faut que l'homme et la femme se réconcilient et à plus forte raison à l'échelle africaine. Parce que c'est d'abord par le foyer africain que l'Afrique va pouvoir se redresser. Si vous avez appris des choses qui vous ont plu, des choses qui vont vous servir par la suite, surtout partagez. Ne gardez pas ça juste pour vous. Partagez-le avec des personnes que ça pourrait intéresser aussi et avec des personnes à qui ça servira aussi. Voilà, je ne serai pas plus longue. J'espère encore une fois vous avoir été utile dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à récompenser ce travail via le lien PayPal en barre d'infos. Vous pouvez faire des petits dons, 1 euro, 2 euros, 5 euros. Merci à toutes les personnes qui le font, qui l'ont déjà fait, qui le font régulièrement, parce que c'est grâce à vous que je vis en ce moment. Je le répète pour ceux qui ne le savent pas, qui arrivent sur la chaîne. J'ai démissionné pour m'occuper de Grandeur Noire, que ce soit le fait de créer ce contenu YouTube, le fait de créer le contenu sur Instagram, le fait de créer les contenus de la maison d'édition, le fait de travailler sur le documentaire pour lequel vous pouvez aussi participer à la cagnotte en barre d'infos. Donc ce documentaire avance. Il y a déjà le prologue qui vous a été proposé. Donc voilà, tout ça, c'est du temps, c'est de l'énergie. Je ne pouvais plus diviser ce temps et cette énergie avec d'autres activités. Donc j'ai démissionné et aujourd'hui, ce sont vos dons PayPal qui m'aident à tenir debout et à avancer. Donc merci pour ça. Merci pour les futurs dons. Merci pour vos messages qui accompagnent les dons. Sur ce, je vous souhaite de vaincre toutes vos peurs et d'oser. Rendez-vous au prochain épisode.